C'est l'histoire d'une femme mourante. Allongée sur son lit d'hôpital, elle sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Elle révèle alors au médecin la cause de sa souffrance. Je suis en train de mourir, et mon assassin est l'homme que j'ai tant aimé. Cet homme avec qui elle pensait finir sa vie, qui l'a trahi. Pendant qu'elle attendait des excuses, il est parti reconstruire une nouvelle vie avec une autre femme. Cette trahison l'a profondément détruite, jusqu'à affecter sa santé et à la conduire aujourd'hui sur ce lit d'hôpital. Pour ceux et celles qui compatissent avec la femme, rassurez-vous, ce récit est fictif. C'est pourtant un type de récit extrêmement courant dans la rumba congolaise. Le genre musical regorge de chansons où des chanteurs hommes incarnent des femmes et articulent des peines capables d'arracher des larmes même aux personnes les moins sensibles. Mais derrière ces récits se cachent souvent des messages bien plus profonds. Beaucoup de compositeurs ont compris qu'en adoptant une voix féminine, ces messages pouvaient atteindre des personnes ciblées avec une force plus particulière et avec plus d'effet. Et cette vidéo va vous faire comprendre pourquoi. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Botengo. Comment décrire mon contenu? Mais quand mes vidéos ne sont pas sur la théorie musicale ou quand je ne me filme pas en train de jouer, je fais des analyses sur les cultures musicales des afro-descendants, sur ce qui les unit et sur ce qui les rend uniques. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et à liker si vous voulez voir plus. Bon, un peu sur moi. J'ai commencé à écouter la rumba congolaise de manière plus approfondie, on va dire, il y a environ 15 ans, 2011, 2012 comme ça. Et à l'époque, le nom de Koffi Olomide ne me disait absolument rien. Encore moins ceux de Franco Lambo Makiadi ou Bapa Wemba. Mais quand j'ai découvert la rumba, ce qui m'a d'abord frappé, c'était la mélodie. Les lignes de guitare complémentaires, les rythmes entraînants et les sébènes, cette partie à la fin des chansons beaucoup plus animées, et avec cette guitare-là hypnotique. Je me suis naturellement mis à fredonner les chansons au départ, sans vraiment comprendre les paroles. Il faut dire que je suis ni congolais ni angolais d'origine, donc j'avais vraiment aucun lien avec le lingala. Mais les mélodies venaient tellement me chercher que j'ai fini par me pencher sur les textes. Toute personne qui écoute suffisamment ce style musical finit par reconnaître quelques mots en français. Pour les autres mots que je ne comprenais pas, j'allais chercher la traduction sur les dictionnaires en ligne. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à comprendre des mots, puis des phrases, puis finalement des récits. Et plus je comprenais les récits, plus j'étais confus. Une des choses qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point certains chanteurs pouvaient incarner des femmes et déclarer leur amour à d'autres hommes. Quand un chanteur, par exemple, comme Madilu System, le grand ninja, dans la chanson Yajan, incarne une femme qui supplie son ancien partenaire de la reprendre après avoir été répudiée pour une tromperie qui n'avait pourtant eu lieu que dans le rêve de son mari. Alors, j'étais totalement perdu. Donc, le mari a rêvé que la femme l'avait trompé et il l'a répudié pour ça. Et maintenant, la femme le supplie de la reprendre. C'était assez bizarre. Et je ne comprenais pas trop. Puis, je suis tombé sur une chanson. 12 600 lettres. Dans cette œuvre, Franco Lambo Makiadi explique avoir reçu des milliers de lettres de femmes mariées. Mais awa nazwi 12 600 lettres et outi epai ya basi ya mabala na ngonga moko moko boza koyoka mboka moko moko naza kotanga mikanda miango. Merci. À travers ces lettres, il raconte les souffrances que beaucoup de femmes subissent dans leur foyer, souvent à cause des familles de leur mari, et il adopte souvent lui-même la voix et le point de vue des femmes qui lui ont écrit. Et c'est là que j'ai commencé un peu à comprendre quelque chose. Cette manière d'incarner les femmes n'était pas anodine. Les chanteurs peuvent revêtir des voix féminines afin que le public féminin puisse mieux s'identifier à eux. S'adresser aux problèmes de son public, c'est quelque chose de très important dans beaucoup de domaines.
que ce soit chez les hommes d'affaires, mais ça peut être aussi chez les griots traditionnels. Et ce rôle de griot est très important. Le rôle de griot occupe une place particulière en Afrique. Selon le site Afrisson, ces griots ont été historiens, généalogistes, conteurs, chroniqueurs sociaux, poètes et bien plus encore. Franco Lambo Makiadi suivait cette tradition de griot. Il a été le leader du tout-puissant orchestre quinois, le TPOK Jazz, de 1956 jusqu'à sa mort en 1989. Dans une de ses chansons phares, Mario, il critique le comportement des hommes gigolos, toujours en se mettant à la place des femmes qui en sont les victimes. Une séquence vraiment intéressante apparaît lorsqu'on lui demande, de manière humoristique, s'il connaît Mario et si lui et Mario sont en bons termes. Il répond alors qu'il n'a aucun problème. Et en bon griot, il ajoute Ngai na salinde mosala na ngai na yokinde koyoka na zikisi film. Les chanteurs qui suivent cette tradition de griot entendent souvent des histoires qu'ils viennent ensuite retranscrire dans leurs chansons. Ces récits tournent généralement autour d'un personnage principal, quelqu'un qui subit une situation ou une épreuve, homme comme femme, et les chanteurs, pour rendre le récit plus captivant, se mettent à la place de ces personnages principaux. Les thèmes abordés sont souvent liés à la vie quotidienne. Se mettre à la place, par exemple, de quelqu'un qui déclare sa femme à sa bien-aimée, quelqu'un qui parle de l'ingratitude des gens autour de lui, ou bien quelqu'un qui va seulement parler des pratiques traditionnelles qui sont souvent associées à la sorcellerie. Ça, c'était des thèmes qui étaient assez récurrents, par exemple, dans la rumba congolaise des années 50, 60, 70. Selon ma propre observation, à partir des années 60, le récit au féminin a gagné en prépondérance. Les chanteurs se sont mis de plus en plus à chanter les réalités vécues par les femmes en les incarnant directement. Ces réalités pouvaient concerner des moments heureux, comme la joie d'être marié, mais plus souvent encore, les difficultés auxquelles elles faisaient face dans le cadre conjugal. On parle par exemple des problèmes avec les belles familles, les difficultés à accoucher, les violences conjugales, et surtout la peur d'être abandonné par leur mari. Pourquoi cette prépondérance du récit féminin ? On pourrait aussi se demander, mais les hommes aussi, ils font aussi face à des réalités qui méritent d'être chantées. Oui, c'est vrai. Mais les femmes constituent souvent le public le plus fervent de la musique populaire. Et pas seulement au Congo, pas seulement dans la rumba congolaise. Que ce soit, on voit par exemple les chanteurs d'afrobeat, dans plusieurs styles musicaux, l'histoire nous a montré que chanter pour un public féminin est souvent un bien meilleur investissement que chanter pour un public masculin. Et il y a deux façons de chanter pour les femmes. Soit à travers les sérénades, soit en chantant leur réalité. Et pour chanter leur réalité, j'ai l'impression que les incarner a beaucoup plus d'impact. C'est quelque chose que les artistes de rumba ont particulièrement bien compris. Et c'est ainsi qu'un archétype narratif bien précis s'est progressivement formé. Celui d'une femme innocente, bienveillante, qui se fait abandonner ou trahir par son mari, lequel la quitte pour sa maîtresse, considérée comme la rivale de la femme abandonnée, laissant parfois cette dernière, donc la femme abandonnée, seule avec la charge des enfants. Le mot en lingala pour rival est mbanda, un terme extrêmement fréquent dans les textes de rumba. Mais le mot ne désigne pas uniquement une maîtresse. Il peut désigner toute personne perçue comme une menace pour le mariage. Même une belle-mère peut devenir une mbanda.
C'est sûr qu'il existe plusieurs variantes de cet archétype, mais de manière générale, il repose sur l'histoire d'une femme trahie par son homme. Je ne peux même pas commencer à citer le nombre d'artistes qui ont adapté cet archétype narratif. Il y a par exemple l'ancien collaborateur de Franco Lambo Makadi, Yulu Mabiala, qui l'a utilisé dans plusieurs de ses chansons. Je ne comprenais pas pourquoi cet archétype était si prévalent dans les récits de rumba. Il faut comprendre que j'ai grandi en Occident, et dans beaucoup de cas de divorce, la femme a droit à une pension alimentaire pour elle et pour les enfants. Il y a toute une industrie juridique qui s'est développée autour de ces séparations, et ce que je ne comprenais pas, c'est que dans d'autres régions du monde, en fait, ce n'était pas le cas. Dans certains contextes, lorsqu'un homme quitte sa femme, celle-ci se retrouve livrée à elle-même, avec un profond sentiment de honte et d'humiliation. Une honte accompagnée de regret. Celui d'avoir investi sa jeunesse dans un homme qui a fini par l'abandonner, elle et leurs enfants, pour une autre femme souvent plus jeune. Et en raison de leur position parfois précaire, la position de ces femmes abandonnées, parfois précaire dans la sphère socio-économique, l'abandon du mari, souvent principale source de revenus du foyer, ajoute des fardeaux financiers à la peine sentimentale de ces femmes, désormais contraintes d'élever seules leurs enfants. La prévalence de cet archétype narratif dans la rumba congolaise m'a fait comprendre que les auteurs ne touchent pas seulement à une réalité vécue par certaines femmes, mais à une peur, une insécurité, un danger susceptible de frapper à la porte de presque toutes les femmes qui sont en couple. Ce type d'archétype narratif est devenu, au fil du temps, la représentation par excellence de l'histoire triste dans la rumba congolaise. Pendant longtemps, il a servi de modèle narratif privilégié pour exprimer toutes sortes de vulnérabilités. Le public s'y est habitué, moi-même je me suis habitué. Aujourd'hui, quand j'entends cet archétype-là dans des chansons, ça ne me surprend pas. L'utilisation de cet archétype narratif m'amène à mon deuxième point. Utiliser l'archétype narratif centré autour de la souffrance des femmes pour véhiculer différents types de messages. Avez-vous déjà eu cette sensation-là en revisitant une même œuvre d'art? Le fait qu'elle puisse vous parler différemment, surtout à chaque fois que vous l'entendez, parce qu'au fur et à mesure que vous évoluez, vous accumulez des informations sur le contexte de sa création. Si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, laissez-moi savoir dans les commentaires. C'est exactement le sentiment que j'ai eu avec la chanson Souci Alikinga, chantée par Pepe Kale et son groupe Empire Bakuba. Au départ, je ne comprenais pas la langue, mais j'étais déjà fan. La mélodie, le sébène, pour moi, c'était magique. Puis j'ai commencé à comprendre le lingala. Et j'ai réalisé que derrière le rythme dansant et entraînant, se cachait un texte qui n'avait rien de joyeux. C'est une dichotomie très typique dans la musique congolaise. C'était l'histoire d'une femme qui subissait les moqueries du public parce que son homme n'était plus avec elle. Malgré cela, elle décidait quand même d'attendre son retour. Puis, en approfondissant davantage ma connaissance des grands groupes de Kinshasa de l'époque, j'ai compris que si la femme qui attendait son mari était probablement fictive, le mari en question n'était pas fictif. Il s'agissait de Redo Likinga, comme le titre l'indique. Redo Likinga était un ancien membre de Zaiko Langalanga, un autre groupe phare de l'époque, et Redo Likinga avait aussi fait partie de l'Empire Bakuba, là où il avait développé cette amitié-là avec Pepe Kale. Dans les années 80, il se serait fait emprisonner en Europe pour des raisons assez obscures, et il était connu en fait à Kinshasa pour sa voix exceptionnelle. Donc son absence n'est pas passée inaperçue dans l'industrie musicale congolaise. Pepe Kale utilise alors l'archétype narratif décrit plus tôt afin de mieux communiquer le poids de l'absence de Likinga. Quelques années auparavant, Pepe Kale avait déjà utilisé le même procédé avec un autre artiste qu'il affectionnait particulièrement, Soki Nyanzenza, aussi connu sur le nom d'Émile Soki. Je ne sais pas exactement ce qui était à l'origine de l'absence d'Émile, mais le même archétype narratif, encore plus élaboré cette fois, utilisé pour accentuer la peine du locuteur.
Là où Pepe Kalle utilise l'archétype narratif pour montrer à ses amis à quel point leur absence lui pèse, d'autres artistes l'utilisent plutôt pour dénoncer les trahisons infligées par des anciens amis. Bon, restez avec moi pour cette histoire. En 1982, Viva la Musica de Papa Wemba, le groupe de Papa Wemba, implose. La plupart de ces musiciens quittent le groupe pour aller former Victoria Eleison. Il y a deux figures qui émergent alors comme des têtes d'affiche du nouvel orchestre. Bipoli et Kester Emenea. Une rivalité implicite pour le leadership s'installe rapidement et quelques temps après la création du groupe, Bipoli quitte Victoria Eleison pour fonder Véritable Victoria, aussi connu sous le nom de Victoria Principal, en 1983, avec évidemment d'autres membres du Victoria Eleison. Bon, le nouveau groupe, Véritable Victoria, ne fonctionnera pas et ne décollera jamais vraiment. La plupart des membres de Véritable Victoria finiront par retourner auprès de Kester, laissant Bipoli presque seul. Ce dernier réintégrera ensuite l'orchestre de Papa Wemba, Viva la Musica. Donc, à la fin de la journée, Véritable Victoria aura finalement été un orchestre stérile. Et je n'utilise pas ce mot au hasard. Je vais y revenir plus tard. Pendant ce temps, entre 1983 et 1984, Kester Emenea compose plusieurs chansons à succès, dont deux qui reprennent précisément ces archétypes narratifs dont je viens de parler. La première chanson s'intitule « Sans préavis ». Il y décrit une femme qui déplore le fait que son mari l'ait quittée, sans préavis, malgré tous les sacrifices qu'elle avait consentis pour le couple. Elle prétend accepter son sort, mais lui fait comprendre qu'elle aurait au moins aimé être avertie. Elle explique comment le récent succès financier de son mari lui serait monté à la tête et comment elle aurait souffert pour rien. Ce qui avait particulièrement attiré mon attention sur la nature de cette chanson, c'est le livre que j'avais lu en 2015 sur l'histoire de la rumba congolaise, écrit par Gary Stewart. L'auteur y décrit cette chanson comme un message que Kester Emenea adresse à son ami Bipoli en se faisant passer pour une femme en utilisant Victoria Eleison comme métaphore d'un mariage symbolique. Donc il utilise en fait ce mariage-là pour se référer en fait au groupe qu'ils avaient construit ensemble et que Bipoli a abandonné. L'intuition de Gary Stewart m'a aussi aidé à analyser la deuxième chanson dont je vais vous parler, Oko Singa Mfumu, qui apparaît sur le même album que Sans préavis. Oko Singa peut être traduit de plusieurs façons. Tu m'as menti, tu m'as trahi, tu m'as induit en erreur. Et Mfumu, le terme Mfumu est souvent utilisé pour désigner une autorité, comme Mfumu Yesu, en parlant de Jésus, mais peut aussi servir de nom affectueux adressé à un ami. Dans cette chanson, Oko Singa Mfumu, on retrouve alors le même archétype narratif, celui d'une femme qui s'est investie entièrement dans une union qui n'a finalement mené à rien. La femme explique que c'est avec le fruit de son propre travail que son mari a pu refaire sa vie avec une autre femme. Faut garder à l'esprit que quand il écrit ces chansons-là, Bipoli est encore avec son groupe, même si le groupe ne va pas vraiment, ne marche pas, n'avance pas. Ici, apparemment, le mari aurait quitté sa femme et ses enfants pour partir avec une autre, avant de finalement tenter de revenir vers son ex.
Et c'est là que la femme, la locutrice, lui demande de l'oublier. Elle éprouve même une certaine pitié pour cet homme qui essaie de revenir vers elle. Elle propose de venir le consoler tout en restant ferme sur son refus de reprendre une relation avec lui. Alors qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Après la mort d'Emenea, Bipoli révèle dans une entrevue que Emenea l'appelait affectueusement Mfumu. Est-ce que cette chanson était réellement adressée à Bipoli? Est-ce que cela voudrait dire que lorsque Véritable Victoria n'a pas fonctionné, Bipoli serait revenu voir Kester Emenea pour réintégrer Victoria Leison avant que ce dernier ne refuse, poussant finalement Bipoli à retourner frapper à la porte de son boss original, Papa Wemba? Je sais pas vraiment en fait. Mais c'est un exemple de plus où l'archétype narratif féminin est utilisé pour faire bien plus que simplement décrire la situation des femmes. D'ailleurs, en redécortiquant cette chanson pour cette vidéo, une phrase m'a particulièrement interpellé. Yo boinga likolo ya mwasi ya botakate. Tu m'as abandonné, tu m'as répudié pour une femme stérile. Rappelez-vous de comment j'avais décrit l'orchestre de Bipoli, Véritable Victoria. Un orchestre stérile. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Dans certains cas, le message véhiculé à travers cet archétype narratif devient beaucoup plus politique. Comme je l'ai souvent dit, ce sont d'abord les mélodies qui m'ont attiré vers la musique congolaise. Je me régalais sur le sébène exilé de Taboulé Rochereau. Ce que je ne savais pas encore une fois, c'est qu'il s'agissait d'une chanson profondément dramatique. Taboulé Rochereau y incarne une femme qui explique avoir été trahie par son mari et qui décide alors de partir en exil. Et évidemment, il utilise un jeu de mots assez bien trouvé, exil-lé, où il fusionne le mot exil avec son propre nom, lé, donc Taboulé, pour souligner que cette situation s'applique aussi à lui, au moins au sens figuré. Mais comment cette situation s'applique-t-elle à lui? Un indice. Le même album contient une autre chanson, Le glas a sonné, dans laquelle on entend une attaque frontale contre les politiciens du pays. Taboulé Rochereau avait eu des problèmes avec le gouvernement et a dû s'exiler à la fin des années 80. C'est aussi ce qui lui permettait de formuler ce genre d'accusation, qui lui aurait probablement valu au moins la prison s'il était resté au pays. Donc, en revisitant Exilé, on ne voit alors plus seulement une histoire de couple, mais une forme de divorce symbolique entre Taboulé et son pays d'origine. Et lorsqu'il dit « Nati Kelimana libala yango kado », c'est une manière de dire qu'il laisse le pays à ses ennemis, à ses rivaux, à ces politiciens-là qu'il méprise. Et quand il affirme « Nantoni nansomo ya kondima lisusu te kokota libala ya boye », c'est une façon d'exprimer son dégoût, ainsi que le caractère définitif de la rupture entre lui et son pays d'origine. La situation du pays que décrivait Taboulé Rochereau était bel et bien réelle et a eu un impact sur la vie de tous les citoyens, y compris les musiciens.
Ces derniers devaient également faire face à une baisse de revenus liée à l'adoption des cassettes au détriment des vinyles, les cassettes qui étaient beaucoup plus propices à la piraterie. Les musiciens ont donc dû trouver des nouvelles façons de compenser ce manque à gagner. Il leur fallait des sponsors, des mécènes, et pour attirer ou maintenir l'attention de ces derniers, ils se sont, une nouvelle fois, tournés vers le même archétype narratif. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. Lorsque vous écoutez régulièrement la rumba congolaise, il arrive parfois que des dizaines de noms soient cités en moins d'une minute. Bana Magie, Oya London, Papson, Izebonga Versace, Luno Yengo na Brown Street, MC Rogers le leader, Apo Firenze Ousmane Kaloji, Simon Bongo Nickel Kipeo, Vivi Kelly Bébé Mounanga, Simon Citadel, Sidemo Kalenga. Ce phénomène de dédicace de nom est connu sous le nom de Mabanga. Le principe est simple. Quelqu'un donne de l'argent à un artiste et l'artiste chante son nom. La logique est assez claire. Selon mes observations, il existe différents types de dédicaces. Il y a ce que j'aime appeler des dédicaces mineures, où le nom est simplement cité parmi tant d'autres. Et puis, il y a les dédicaces majeures, où toute une chanson est dédiée en fait à un sponsor. Dans les deux cas, le nom peut être celui d'un politicien, d'une athlète, d'un homme d'affaires, ou même d'une entreprise. En tout cas, lorsqu'il s'agit d'un homme d'affaires, il faut souvent être du milieu pour savoir réellement ce qu'ils font. Il y a même des personnes dont les noms sont cités dans les chansons depuis plus de 40 ans. Et on parle ici de dédicaces majeures. Les artistes de l'époque avaient donc une véritable équation à résoudre. Comment réutiliser cet archétype narratif centré autour des souffrances féminines, auxquelles le public est déjà habitué, tout en faisant en sorte que les sponsors y trouvent aussi leur compte ou leur intérêt. Et là encore, plusieurs chansons m'ont profondément interpellé. Souvent, j'entends des chanteurs évoquer des personnes que je croyais être fictives, avant de comprendre plus tard qu'elles étaient bel et bien réelles lorsque leur nom réapparaissait dans d'autres chansons. L'exemple auquel j'ai pensé est celui de Gégé Fulamambu, un sponsor chanté par plusieurs artistes et très souvent d'ailleurs par Koffi Olomide et son groupe. Oh Gégé Fulamambu, Gégé Fulamambu number one. Gégé Fulamambu, Fulamambu, ya Gégé Fulamambu. Qu'est-ce qu'il faisait exactement comme business? Aucune idée. Comment est-ce qu'il gagnait son argent? Pas le moindre indice. Mais au fond, ce n'est pas vraiment le plus important. Je me souviens avoir écouté la chanson Gégé Fulamambu de Lutumba Simaro, un proche collaborateur de Franco Lambo Makiadi. Encore une fois, au début, je comprenais absolument rien aux paroles. Mais à travers les mélodies, je sentais déjà que la première partie de la chanson était profondément triste. Cela dit, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était le Seben. J'ai écouté cette chanson et je ressentais la tristesse depuis le début. Mais quand le Seben arrivait, je me mettais à danser tout en gardant au fond de moi une certaine mélancolie, une certaine amertume. Et puis j'ai commencé à comprendre les paroles. Et ce texte-là m'a laissé particulièrement perplexe. Pour résumer un peu, c'est l'histoire d'une femme allongée sur un lit d'hôpital qui explique que sa santé a commencé à se détériorer après avoir été abandonnée par son mari. Non seulement il l'a quittée, mais il est aussi parti refaire sa vie avec sa maîtresse. La locutrice révèle ensuite qu'elle a même pensé à sauter la vie, mais elle ne voulait pas que l'enfant qu'elle avait eu avec cet homme grandisse orphelin. Puis, elle revisite leur histoire commune. Elle raconte que elle et son ancien mari se sont connus alors qu'elle n'avait que 16 ans et qu'ils ont eu leur enfant très jeune.
Cela montre à quel point l'homme occupait une place centrale dans sa vie. C'était le seul homme qu'elle avait véritablement connu. La locutrice explique avoir longtemps ignoré les écarts de comportement et les infidélités de cet homme, en mettant cela sur le compte de la jeunesse. Mais hélas, tout cela était vain. La locutrice oscille constamment entre lamentation et revisitation de leur histoire commune. Les lignes qui me touchent le plus sont les suivantes. Je pensais que tu essuierais les larmes sur mes joues. Je suis en train de mourir. Et mon assassin, c'est toi, l'homme que j'ai tant aimé. Je refuse d'errer. J'accepte cette mort que tu as choisie pour moi. Ou encore, il y avait des passages qui mettaient l'accent sur la solitude, la détresse et la manière dont la locutrice agonisait dans une misère presque indescriptible. Je pars, les larmes aux yeux, vers ma tombe, sans personne pour m'accompagner. Je pars seul avec mes pleurs. Ou encore, je pars avec toutes mes paroles enfermées dans mon cœur. Mon cœur quittera cette terre avec moi. Je partirai donc avec des mots de colère. Et puis aussi, le sommeil est sélectif et refuse les soucis du malade. Je pars vers la tombe avec une dette de sommeil que je n'ai pas eu le temps de payer. Bon, pour ceux qui seraient émerveillés par la qualité du texte, c'est du Lutumba Simaro tout craché. Beaucoup le décrivent comme le Molière ou le Shakespeare congolais. Et honnêtement, c'est l'un de mes héros musicaux. Paix à son âme. Il avait un don lorsqu'il s'agissait d'articuler les réalités humaines ainsi que les peines. Dans ce cas précis, il décrit brillamment le sentiment de ceux qui se font trahir par les personnes qu'ils aiment. Quand un proche ou quand un être cher nous trahit, on ne cherche pas toujours directement à se venger. Souvent, on veut juste montrer à cette personne notre détresse. On veut un peu lui dire, regarde à quel point je souffre à cause de toi. Toi qui prétendais m'aimer. Si tu m'avais réellement aimé, tu serais au moins sensible à ma douleur. Il y a une chose qui me rendait perplexe dans ce texte-là. C'est le fait que cette chanson soit dédiée à un sponsor. Et ce sponsor, c'était justement l'homme dont on se plaignait dans l'histoire, Gégé Fulamambu. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement quelqu'un qui avait payé pour qu'on le dépeigne de cette manière-là. Comme un homme irresponsable qui trompe sa femme et abandonne sa famille, même si la famille est fictive, on s'entend. Mais qui paierait pour ça? Puis j'ai commencé à comprendre que je me concentrais en fait sur les mauvaises choses. Je me focalisais sur les faits. Un homme qui quitte sa femme et son enfant pour aller refaire sa vie avec une maîtresse, c'est évidemment pas une image très flatteuse, même dans une société qui est plus patriarcale. Mais là où je devais réellement porter mon attention, ce n'était pas sur les faits eux-mêmes, mais sur les émotions. L'attachement, la dépendance affective et l'importance presque vitale que cette femme fictive accorde à l'homme qui l'a abandonné. Plutôt, j'ai traduit le mot mabanga par dédicace. C'était un peu un euphémisme. Mabanga, c'est le pluriel du mot pierre ou roche. Et la pratique des mabanga fait figurativement allusion à l'idée de jeter une pierre à la fenêtre d'un potentiel sponsor pour attirer son attention et lui demander de l'aide. Ce n'est pas forcément qu'on attend qu'une personne nous donne de l'argent pour la chanter. On chante surtout ceux qui ont le potentiel de nous donner de l'argent. Soit parce qu'ils ont déjà aidé auparavant, ou soit parce qu'on les a vus aider d'autres artistes et qu'on sait qu'ils ont les moyens de le faire. Les mabangas ne sont donc pas seulement des dédicaces, ce sont des appels à l'aide.
Et pour qu'un appel à l'aide soit efficace, il faut réussir à susciter une certaine forme de pitié ou d'empathie chez l'interlocuteur. Et c'est précisément là que l'archétype narratif dont nous avons parlé prend tout son sens. L'audience de la rumba a déjà absorbé l'image de la femme abandonnée avec ses enfants comme une représentation par défaut de la vulnérabilité, comme l'a très bien souligné l'analyste John Nimis. S'approprier cette image afin de susciter l'empathie des sponsors devient alors une approche particulièrement stratégique. D'un côté, cela permet de perpétuer un archétype narratif auquel les auditeurs de rumba sont déjà habitués, ce qui permet aussi aux femmes de continuer de s'identifier au récit. Pourquoi ? Parce que presque toutes les femmes se sont déjà senties délaissées ou trahies par un homme à un moment donné dans leur vie. Mais en même temps, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, les chanteurs font en fait une pierre deux coups. Parce qu'ils envoient aussi un appel à l'aide à des sponsors potentiels en accentuant leur importance dans leur vie. Donc l'importance de ces sponsors-là dans la vie des musiciens. Et il faut être honnête, les personnes puissantes aiment généralement être flattées. Faire comprendre à un sponsor que son absence dans notre vie est une source de souffrance capable de nous conduire jusqu'au lit d'hôpital, c'est presque la flatterie ultime. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point cet archétype narratif est encore utilisé aujourd'hui pour adresser des appels implicites aux sponsors. Cette expression de vulnérabilité-là, habillée à travers l'image de la femme abandonnée, devient alors un espace dans lequel les chanteurs peuvent exprimer toute leur créativité. Parce que quand il faut supplier pour l'argent, on devient créatif. J'ai décidé de faire un petit exercice. Je suis allé regarder les chanteurs de rumba les plus populaires sur Spotify et j'ai cherché dans leurs chansons plus récentes des exemples de ce même archétype féminin-là. Donc, 3 chanteurs assez connus du public, Fally Ipupa, Ferrigola et Koffi Olomide. Bon, les fans de rumba savent, même si vous n'êtes pas fan de rumba, c'est des noms que vous avez déjà entendus, donc il ne devrait pas avoir de doute là-dessus. Les exemples que je vais prendre chez Fally et Ferré sont dédiés au même sponsor, Choisis Matata. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Comment il gagne son argent ? Aucune idée. Choisis Matata, okotisi motema na ngai na mawana koma kovivre na diplomatie mpona Salon Bercy à Londres. oprofite na basantima na ngai lelo opesinga mokongo lokola pisanza moto aliboma ngai na mosapi naza marie na motema célibataire po moto nalinga azwa na ye nga ordinateur oyo ya kosaisir mikanda me signature epai ya mbanda babonheur na nga nyonso apietina choisi matata. Mais dans les 2 chansons, on y retrouve exactement le même type d'archétype. Simplement rendu plus élaboré et plus créatif comparé aux chansons que j'ai déjà mentionnées avant. On y retrouve beaucoup de comparaisons, beaucoup d'analogies, mais toujours autour d'un schéma narratif aussi ancien que la rumba congolaise elle-même. Celui d'une femme trahie par son mari. L'autre exemple que je veux prendre vient de leur ancien patron, Koffi Olomide, où le même archétype réapparaît encore une fois. aboyaninga kala mais je l'aime azuani mosusu mais je l'aime engagna Jean de Dieu Brice. J'ai quand même réussi à trouver un peu plus d'informations sur le sponsor à qui la chanson est dédiée. Jean de Dieu Ngwenya serait un homme d'affaires gabonais. J'ai même trouvé sa page LinkedIn. En tout cas, c'est assez intéressant. Le seul sponsor que j'ai trouvé... Ce que je trouve intéressant, c'est ce que ce récit au féminin, ou cet archétype-là, nous enseigne sur le style musical qu'est la rumba congolaise, mais aussi sur la société. Il y a 4 points, en fait, avec lesquels je voudrais terminer. Le premier, c'est la musique est un peu comme un théâtre. C'est une arène dans laquelle on peut personnifier qui on veut. On a vu certains styles, musicaux par exemple, où on aime personnifier les gangsters. Les chanteurs ne sont pas forcément des gangsters, mais ils aiment personnifier les gangsters pour peu importe leur objectif. Donc c'est ça. Et dans le cas de la rumba congolaise, la capacité à certains chanteurs hommes à se mettre dans la peau des femmes et à adopter l'archétype narratif décrit ici en témoigne parfaitement. La deuxième chose, c'est la suivante. Les archétypes narratifs les plus utilisés semblent être le fruit en fait d'une négociation entre différents partis, entre différents groupes, ce qu'on peut dire. Les consommateurs, le public,
les auteurs et les chanteurs, évidemment, les compositeurs, et les sponsors, ceux qui financent la musique. Donc, même si ces 3 groupes-là n'ont pas toujours le même poids, c'est comme s'il faut que chacun de ces groupes-là y trouve son compte. La 3e chose, c'est le récit au féminin illustre une certaine sagesse ancestrale. Et c'est pas seulement dans les cultures bantoues, mais c'est un peu partout dans le monde. Et donc, vous savez, en fait, ces anciens-là qui parlent en parabole, ils vont dire un proverbe, oh, le lion ne meurt pas sans rugir. On ne comprend pas pourquoi ils disent ça, mais c'est 10 ans après qu'on dit, oh, il parlait de ça, oh, c'est la persévérance, oh. Donc c'est un peu ça, quoi. Et je pense que ce récit au féminin, cet archétype-là, en particulier, illustre assez bien cette sagesse ancestrale-là. Donc, mon 4e et dernier point, c'est la continuité et le devoir de mémoire. Ce que j'aime dans la rumba congolaise, c'est que les concepts, ils meurent difficilement. Ils sont réutilisés, et ils sont transformés, et ils sont même parfois détournés. Mais ils disparaissent rarement. Et c'est vrai que certains pourront souligner une certaine ironie. Un récit qui au départ servait à faire en sorte que les femmes s'y reconnaissent et se sentent valorisées, ou au moins entendues, est aujourd'hui parfois utilisé pour adresser des louanges à des sponsors dont les noms remplacent désormais les personnages qui opprimaient ces femmes fictives à l'origine. Bon, une ironie, on peut dire, c'est vrai. Mais néanmoins, cet archétype narratif témoigne de cette continuité dans la rumba. C'est probablement ce que je trouve le plus beau. azwa na yenga ordinateur oyo ya saisir mikanda mais signature pas ya mbanda. On poursuit ce que les anciens ont laissé tout en adaptant ces concepts-là à notre époque. En tout cas, c'est tout pour moi et merci de m'avoir écouté. Au plaisir de vous revoir.